Les experts atlantiques avec Faisal Tadlaoui. Doit-on s'affoler? Doit-on céder à la psychose? Le virus H1N1 est là, mais il est aussi ailleurs, et c'est la grippe, c'est une variante de la grippe. On va essayer de vous expliquer ce que c'est que le H1N1, faire le point également sur les déclarations du ministre de la Santé sur la question, sur les décès qui ont eu lieu à cause du virus H1N1. On vous l'avait promis, cette émission. 10h14 sur Atlantique, voici vos experts. Les experts atlantiques. Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans Les Experts. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et vous pouvez nous appeler au 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des Experts. Quand j'ai annoncé que nous ferions l'émission aujourd'hui, eh bien vous avez été nombreux à réagir, bien évidemment, parce que bon, alors c'est tout à fait légitime ou pas, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Mais enfin, légitime. Moi, je pense il faut toujours essayer de comprendre les réactions de la population au lieu de stigmatiser. Parce que j'ai lu beaucoup de choses, je me suis amusé. J'ai fait l'exercice de lire un peu les pour, les contre, ceux qui disent mais non, faut pas s'inquiéter, d'autres qui sont extrêmement inquiets. D'ailleurs, il y a beaucoup dans des écoles privées. Ce matin, je me suis un peu renseigné, qui n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école. Alors moi, je suis pour me moquer de personne, mais essayer de comprendre finalement ce qu'il y a derrière cette éventuelle psychose, parce que bon, avec les réseaux sociaux, ça part très vite. On reçoit des documents sur WhatsApp. Alors, il faut encore une fois faire attention, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Essayez aussi de faire un benchmark sur ce qui se passe à l'étranger, sur l'état du virus H1N1 dans l'histoire, et puis ce qu'est que le virus H1N1 et ce qu'est la grippe, et avoir des chiffres. Alors, je vais m'excuser par avance pour au moins avoir. Avant de passer à l'empathie, bien évidemment, parce que il y a des gens qui sont morts, il y a des enfants qui sont décédés, effectivement, donc ça c'est confirmé, et ça on présente bien entendu toutes nos condoléances à leur famille, mais on va essayer de prendre un peu de hauteur, et je m'excuse encore une fois par avance il faut être froid lorsqu'on parle parfois lorsqu'on parle de santé, parce qu'il faut avoir des chiffres et des éléments, surtout lorsqu'on parle d'épidémiologie, parce que si vous revenez à la grippe il y a à peine 100 ans, c'était il y a 100 ans, il y a 100 ans, pendant la Première Guerre mondiale, la grippe espagnole, à qui on attribue la paternité du virus H1N1, a fait entre 15 et 25 millions de morts. Et encore à la rigueur, on savait même pas combien exactement de morts ça avait créé. Et c'est vrai, comme intéressant un peu le sujet, on se rend compte que la grippe espagnole n'avait d'espagnol que le nom, et que parce qu'on était en plein conflit de la Première Guerre mondiale, il ne fallait pas que toutes les parties prenantes du conflit puissent donner le flanc à une baisse de morale au niveau des troupes, ou en donnant des nombres de morts dus à une maladie au sein des troupes militaires. Et comme l'Espagne n'était pas engagée dans le conflit, on a trouvé que l'Espagne pour lui donner la paternité de la grippe. Voilà, c'était petit moment histoire. Mais c'est important de revenir sur 100 ans d'évolution en termes de contenance, de connaissance de ces virus-là. Vous nous appelez 05 22 95 36 70 ou 80. Ou la page Facebook des experts. Aujourd'hui, avec moi sur le plateau, mes experts, Dr Hinzin, comment ça va? Vous allez bien? Vous êtes chef de service des maladies épidémiques au sein du ministère de la Santé. Oui, effectivement. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez appelé hier, et vous avez répondu à notre invitation aujourd'hui. Et Dr Saïd Afif de la Fédération nationale de la santé. Comment ça va? Tout va bien? Très bien. Vous êtes quoi? Vous êtes généraliste? Vous êtes spécialiste? Je suis pédiatre. Vous êtes pédiatre. De ce qui est de plus cher, c'est-à-dire les enfants. Eh ben exactement. Et justement, ça va nous permettre de répondre à ces questions. Juste un point avant qu'on parle de la grippe en elle-même. Aujourd'hui, là, je m'adresse au ministère. Est-ce qu'on a les chiffres clairs, annoncés, officiels, que on attribue à la grippe H1N1 en termes de décès? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on entend. Et juste pour mettre fin aussi aux rumeurs et à tout ce qu'on peut entendre et voir sur les réseaux sociaux, quels sont les chiffres officiels que vous avez? Alors bonjour, permettez-moi de vous remercier d'avoir offert cette opportunité pour parler un peu plus de cette grippe à H1N1.
dont il y a, en fait, qui a suscité beaucoup de discussions, beaucoup de circulation de certaines rumeurs, certaines informations aussi. Et sur les réseaux sociaux, et voilà, donc c'est vraiment le temps d'en parler clairement pour éclaircir un peu les idées de tous et pour approcher nos citoyennes et citoyens de la réalité de la chose. Donc avant de donner ces chiffres de décès, permettez-moi de vous rappeler que en fait la situation épidémiologique actuelle au Maroc, elle est similaire à ce qu'elle était durant les 5 dernières saisons. Voilà, donc il y a le AH1N1 qui a circulé la saison dernière, même la saison d'avant. Bien sûr, avec d'autres souches, le AH3N2 et avec le B aussi. D'accord, donc il y a c'est les mêmes sous-types et types de virus qui circulent. Ceci dit, la situation aussi, les proportions que nous avons sont similaires à la situation mondiale à travers le monde. Donc, pour l'OMS, le AH1N1 aussi, il est prédominant durant cette saison. Il est à peu près de 80%, et c'est le AH1N1 au Maroc aussi, il est de 80%. Donc, la proportion, elle est similaire. Alors, pour ce qui est des décès ou de mortalité, c'est connu aussi à travers le monde, d'accord ? L'Organisation mondiale de la santé parle de 3 à 5 millions de cas de maladies graves chaque année et jusqu'à 650 000 décès annuellement qui sont attribués à la grippe. Actuellement, mais la grippe sous toutes ses formes. À ce jour, oui, toutes ses formes. La grippe, toutes ses formes. Donc, en France aussi, la saison dernière, on avait enregistré quelque chose comme 13 000 décès qui étaient attribués à la grippe durant la saison 2017 et 2018, parce qu'en grippe, on parle de saison. Donc, parce que la saison, elle s'étale sur la fin d'année et elle s'étale sur l'année qui suit. Alors, au Maroc, actuellement, à ce jour, on est à 6 décès officiellement, d'accord ? Et malheureusement, quand vous avez dit toutes nos condoléances aux familles qui ont perdu leurs proches. Et pour les 6 cas, c'est lié à des comorbidités ou à des terrains qui sont fragiles, d'accord, et qu'on appelle, nous, population à haut risque de complications. Alors juste, on va revenir bien évidemment sur le virus de la grippe en lui-même. Aujourd'hui, les chiffres, ce sont 6 cas au 31 décédés. Voilà, au 31 janvier, c'est-à-dire hier soir. Hier soir. D'accord. Ok. On a eu. Je fais juste un parallèle. Il y a eu 6 morts d'enfants au Canada sur le H1N1 en janvier. Ça aussi, je suis en train de faire le distinguo pour qu'on parle froidement des chiffres aujourd'hui sur le H1N1. Après, on essaiera de comprendre en termes de communication, de prise en charge, de diagnostic, et d'essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui il y a une véritable psychose qui se met en place. Parce qu'encore une fois, je respecte la réaction des gens, mais si les gens réagissent de cette manière, c'est qu'il y a un élément. Il y a un élément, on va pas dire que tous les Marocains sont des peureux, mais il y a quand même, si on a peur de quelque chose, c'est que soit on a peur que le diagnostic soit mal fait, soit que ça soit mal pris en charge, et que ça soit qu'on ne sauve pas des gens qui auraient pu être sauvés. C'est de ça, à mon avis, et ça, quand j'ai fait ma petite enquête, c'est de ça dont on a peur finalement. Mais je pense que beaucoup de Marocains sont beaucoup plus intelligents que ça et comprennent que c'est une épidémie qui existe partout à travers le monde. Par contre, sa prise en charge, c'est une autre histoire. Alors, c'est Saïd. Par rapport à votre avis, vous, en tant que médecin, par rapport à ce qui est en train de se passer au niveau du virus, est-ce que on assiste à quelque chose de normal ? Vous êtes pédiatre, j'imagine que vous recevez des enfants dans votre cabinet avec des symptômes de la grippe. Est-ce que on est dans une année normale ou vous avez une recrudescence de ce type de cas dans votre cabinet ? Là, on est dans une année normale. Mais comme vous venez de le dire, c'est très important et vous avez mis le doigt là où il fallait. C'est la perception de la population. Il y a toujours une différence entre la réalité et la perception de la population. Et donc, notre rôle à nous, en tant que médecins, à vous, en tant que médias, c'est que cette perception soit la plus vraie possible. Ah oui, moi j'essaie de voir, je ne défends aucune position, j'essaie juste c'est pour ça que j'essaie d'être froid sur les chiffres, de voir ce qui se passe ailleurs, mais en même temps d'essayer d'avoir des remontées d'informations sur la prise en charge, parce que ça c'est extrêmement important, et l'angoisse des gens elle est de là, donc il faut essayer aussi de d'expliquer. C'est-à-dire que c'est très important de communiquer là-dessus.
et de dire voilà ce qu'il en est. Maintenant, le plus important pour les gens, c'est de savoir qu'il y a une population fragilisée. Ce sont les populations, et si on parle d'enfants, c'est les nourrissons qui ont moins de 3 mois, oui, moins de 6 mois, parce qu'on ne peut pas les vacciner. C'est ceux qui sont de grands prématurés, donc qui, par exemple, ont maintenant 1 an ou 1 an et demi ou 2 ans, mais qui sont de grands prématurés. C'est ceux qui ont un diabète, ceux qui sont asthmatiques, qui ont une maladie cardiaque, qui ont une maladie rénale. Donc tous ces gens-là. Ça fait beaucoup de gens quand même. Hein. Donc si on prend rien que les asthmatiques, voilà. moi j'en ai 2 à la maison, hein, donc voilà. Des asthmatiques. Moi, les asthmatiques se font vacciner, ils viennent, ils se vaccinent, ça se passe très bien. C'est-à-dire que ces gens-là, il faut qu'on leur envoie la balle. Ces gens-là doivent prendre leurs précautions. Ils doivent être vaccinés. C'est à eux que s'adresse le vaccin en premier, et bien sûr les personnes âgées de plus de 65 ans. Et 1, c'est le vaccin. 2, c'est des mesures qu'on voit qui sont simples, mais qui ne sont pas faites tous les jours. On le voit avec nos enfants chez nous. Les enfants ne se lavent pas tout le temps. Donc il faut qu'ils se lavent de l'eau, du savon, il faut qu'ils se lavent pour éviter la propagation du virus. Puis, utiliser un mouchoir en papier pour le jeter, d'accord, quand on éternue, parce que ça se propage à travers l'air, ça se propage quand on touche quelque chose, une surface qui est essuyée. Et puis, quand on a un enfant qui est malade, ça sert à rien de l'envoyer à la crèche pour qu'il contamine les autres. Concrètement, aujourd'hui, ce sont les enfants qui sont en dessous d'un certain âge qu'il faut éviter d'envoyer à la crèche, sans céder à la psychose, parce que ça peut être le cas lorsqu'il y a des épidémies de gastro, ce genre de choses, on le propose aussi, non ? Oui. Non, on le fait à chaque fois, quand il y a aussi des épidémies de diarrhée à rotavirus. Donc on le fait aussi. Donc on ne cède pas à la psychose, mais c'est des mesures d'hygiène élémentaires qu'il faut faire. Maintenant, le vaccin, vous le savez, il ne coûte pas cher. Il faut le faire en octobre, novembre. Mais maintenant, pour cette population-là qui n'est pas malade, non, il faut le faire puisqu'on a encore, bien sûr, ça va être ça va régresser, mais on a encore des cas, et pour ces gens-là fragilisés, il faut vacciner. Alors, juste par rapport à la mortalité, parce que encore une fois, ce sont ces points-là qui font le plus de peur aux gens. Si il y avait pas de mortalité derrière, ça poserait pas de psychose. On attraperait notre grippe comme d'habitude, et puis on laisserait le temps de passer. Je sais pas si vous êtes, si vous aimez cet adage qui est que pour soigner une grippe avec des médicaments, c'est 5 jours de traitement et 2 jours pour s'en remettre, et sans médicaments, c'est finalement 1 semaine à tousser et à cracher sans médicaments. En tout cas, moi, c'est ce que je fais d'habitude. Mais pour la grippe normale, hein, on est bien d'accord. Ne prenez pas la grippe saisonnière, ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant. Par contre, la mortalité aujourd'hui, est-ce que le niveau de mortalité de ce virus H1N1, est-ce on a bien dit les types de personnes qui étaient le plus fragiles, mais même chez les gens c'est pas toutes ces personnes fragilisées qui ont un système immunitaire un peu en dessous de la moyenne qui vont y passer. C'est-à-dire, est-ce que c'est clairement des qui ont la malchance d'y passer. La malchance. Absolument. Non, mais oui. Excusez-moi, mais il faudrait aussi qu'on explique ce taux de létalité ou ce nombre de cas de décès. Il faut pas le dire que c'est parce que c'est le H1N1, mais n'importe quel type de virus chez cette population qui est vulnérable, il peut causer des complications si la personne n'est pas vaccinée. Et des fois, effectivement, ça peut entraîner le décès. D'accord ? Donc, ce n'est pas spécifique au H1N1, au virus H1N1, qui est un virus saisonnier depuis 2009-2010. Il faudrait que je mette un peu aussi l'accent pour éclaircir pourquoi on dit qu'il est devenu saisonnier. Puisque là, le virus de la grippe, il est connu par sa faculté à muter. À muter.
D'accord. Et une fois il subit certaines modifications génétiques, ou ce que nous appelons des réassortiments, des fois même chez un animal, donc il acquiert cette capacité de se transmettre en interhumain. Donc au départ, c'est H1N1 qui était spécifique au porc. D'accord, il a acquis certaines, cette capacité de se transmettre en interhumain en 2009-2010, durant la pandémie, et c'est là où on s'attendait au pire. Mais heureusement, en fait, même s'il a eu cette modification et même s'il est devenu à transmission interhumaine, il n'était pas trop virulent, comme on dit, c'est-à-dire trop méchant. D'accord. Et depuis, il est devenu un virus qui circule normalement. Moi, je vais juste donner. Encore, je suis allé. Et il est H1N1. Du moment qu'il a commencé à se transmettre chez l'homme, il faut plus parler de grippe porcine. C'est fini. Hein. Je suis allé fouiner et je vous lis des chiffres de Arztes Zeitung, qui est une revue allemande très connue médicale, et qui donnait les chiffres. Je suis allé voir les chiffres en 2009 parce que c'était en 2009 dont vous avez parlé de. Alors, je sais pas. On expliquera quand est-ce qu'on parle d'épidémie, de pandémie et ce genre de choses, parce qu'il y a des gradations. Mais à l'époque, on avait attribué un seul mort. Alors attendez, je suis en train de chercher. Il y avait par exemple en Allemagne 77 personnes qui étaient mortes du H1N1, en Espagne 169, en Argentine 613, en Afrique du Sud 92, et apparemment l'Afrique du Nord, dont Maroc, Algérie, avait été relativement épargnée parce que on n'avait pas énormément. Au Maroc, c'était 4. Voilà, donc c'est extrêmement disparate. Alors, là, on parle bien de 2009 qui était un niveau alarmant en termes de H1N1. Pourquoi aussi? Parce que c'était le premier contact avec le virus, voilà. D'accord. Et justement, et vis-à-vis duquel la population, d'accord, n'avait pas un système, en fait, une reconnaissance immunitaire pour répondre à ce virus. C'était le premier contact avec le système immunitaire humain. J'ai des cas dans lesquels mon système immunitaire se réveille tout à coup. C'est quand Karim Dronet arrive dans la salle parce qu'il arrive avec son lot de virus. Hein. Non. Et nous, on a quelque chose à la radio, c'est les bonnettes. Hein. Faut les changer, ça. Oui. Faut les changer quand il y a des épidémies. Hein. Ah, ça aurait dû être votre réflexe. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts, il est 10h37, nous sommes ensemble jusqu'à midi, on parle du virus H1N1, doit-on céder à la psychose? Est-ce que c'est une épidémie normale? Est-ce qu'on parle d'épidémie? Est-ce qu'on peut réagir en face à des cas de H1N1? Comment les anticiper? Est-ce qu'aujourd'hui on a tout le dispositif de sécurité qui normalement doit être mis en place et qui est mis en place par beaucoup de pays où qu'il soit. J'ai des questions déjà sur ce fameux Tamiflu. Hein. Bon, on fait pas de publicité, mais c'est quand même quelque chose aussi qui avait fait qui avait fait coller beaucoup d'encre en France notamment. Là, on vient de nous dire apparemment qu'il n'y avait pas le stock de sécurité, mais qu'il a été commandé pour qu'il arrive ce vendredi 1er février. Avant qu'on parle de la disponibilité de ce médicament, est-ce que ce médicament soigne le virus H1N1, enfin, soit on soigne pas un virus, mais en tout cas les personnes qui sont atteintes d'un virus? Ça, c'est ma première question. 2, dans quel délai il est efficace? Est-ce qu'il est vraiment efficace, docteur? On donne le nom Tamiflu parce qu'il y a qu'un. Oui, donc peut le donner. Voilà. Tant qu'on fait pas de publicité. Non, bah sinon, s'il y avait un générique, etc., je l'aurais donné, voilà. Et puis ça serait fait. Donc, deuxièmement, c'est, comme vous venez de le dire, c'est un antiviral. Et donc, ça atténue, mais ça ne soigne pas. Troisièmement, il faut pas l'utiliser à large manu. Il est utilisé pour les cas graves sur indication du médecin. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous présenter et acheter comme ça parce que vous avez une grippe et vous achetez le Tamiflu. Pourquoi? Parce que c'est comme pour les antibiotiques, on va fabriquer des résistances. Et à ce moment-là, quand on va en avoir besoin pour un cas grave, il va pas marcher. Donc c'est pour cela. Mais le ministère a maintenant la quantité nécessaire jusqu'au jour d'aujourd'hui, il va s'approvisionner. Donc, et ça, comme vous l'avez dit, ça va arriver. Donc,
Sur ce plan-là, il y a aussi un système de veille. Je pose la question au ministère. Est-ce qu'on avait ce stock ? Parce que justement, moi ce que j'ai lu, c'est qu'il n'y avait pas ce stock, mais qu'il a été commandé et qu'aujourd'hui on a un stock de sécurité. Enfin, je sais pas si on appelle ça un stock de sécurité ou c'est juste un stock disponible. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir là-dessus ? Effectivement, donc il y a la loi 1704 qui gère un peu la disponibilité, entre autres, la disponibilité de médicaments sur le marché privé, c'est-à-dire au niveau des officines. Et le médicament, en fait, on est tenu pour chaque médicament, quel que soit ce médicament, d'avoir un stock qui circule sur le marché. Il y a même un observatoire qui s'occupe de ça au sein de la direction des médicaments et de la pharmacie, du médicament et de la pharmacie. Donc, le Tamiflu, elle est là. Certes, on est en train de renforcer l'approvisionnement actuellement. Et les indications, ils sont, comme a dit Dr Afifi, donc effectivement, ce n'est pas un médicament qui est à la portée de tout le monde et qui c'est-à-dire qui peut, il n'y a pas d'automédication concernant ce médicament. C'est un antiviral qui est prescrit sur ordonnance médicale suite à un avis d'un médecin. Il ne peut pas être délivré dans une pharmacie sans ordonnance. Sans ordonnance, non. Ce qui n'est pas le cas des antibiotiques. Écoutez, il faut pas. Les antibiotiques, on les prend comme on veut. Il ne faut pas oublier le problème des résistances, parce que un jour, les personnes qui auront vraiment besoin de ce médicament, de l'oseltamivir, donc si le médicament devient résistant, on n'aura pas la main pour pouvoir les traiter. D'accord, donc il faudrait quand même. On n'arrive même pas à expliquer aux gens que les antibiotiques c'est pas automatique. Alors imaginez faire comprendre aux gens que le Tamiflu dans des situations on leur explique pas, ou on leur dit il y a un médicament seul qui soigne. Vous imaginez bien qu'il y en a qui vont essayer de vous connaissez tous aussi bien que moi l'automédication, le rôle du pharmacien, les gens qui vont aussi se procurer des antibiotiques dans les pharmacies. Il n'y a rien de plus facile que de se procurer des antibiotiques dans les pharmacies sans ordonnance, ça on le sait, on va parler vrai, mais est-ce que aujourd'hui on ne risque pas d'avoir des gens qui vont tout simplement par peur essayer d'aller se procurer du Tamiflu alors que soit ça servira à rien et deux même ça peut contribuer à ce que ils aient choper des grippes l'année d'après ou Effectivement, donc c'est un médicament qui est sous prescription médicale, d'accord ? Donc c'est sous prescription médicale et bien sûr c'est le médecin traitant qui va juger selon l'état de gravité, comme a dit Dr Afifi, de prescrire ou non le Tamiflu, d'accord ? Ça premièrement. Deuxièmement, vous avez évoqué le délai. Oui. Alors le délai, le médicament, il est efficace quand il est administré dans les 48 premières heures suivant l'apparition des premiers symptômes. Alors, premiers symptômes, c'est ce qu'on a tous lorsqu'on chope une grippe saisonnière, c'est-à-dire on a un peu de fièvre, on a le nez qui coule, on éternue, on a la gorge un peu prise, c'est ça ? C'est ce que vous en dites vous, mais il y a des gens qui présentent une grippe. Non, c'est des symptômes d'emblée graves. Il y a des gens qui se présentent avec des signes d'emblée graves. D'accord ? Non, mais moi, ce que je vous dis, c'est les premiers symptômes. Les premiers symptômes peuvent être graves dès les premiers. D'accord. La grippe peut être grave d'emblée. Alors, c'est quoi des symptômes graves auxquels il faut faire attention aujourd'hui ? Alors, je vous parle au médecin. Il faut faire une différence entre une grippe banale, un rhume, disons un rhume. Appelons ça un rhume, et une grippe. Une grippe, c'est une fièvre élevée à 40, c'est dès le départ, c'est des courbatures, c'est une fatigue générale et tout ça. Donc quand on a ça, c'est ça qu'il faut que les gens retiennent de cette session d'aujourd'hui. Quand on a ça sur un terrain fragilisé, qu'on a expliqué, là, il faut tout de suite consulter, soit dans une structure publique ou dans une structure privée. Et tout de suite, ces gens-là, on les suit, et c'est ce qui est fait, on les suit, et c'est pour cela, et ça on va insister, c'est pour cela qu'on n'a pas des décès plus que ce qui a été annoncé. Alors, je vous arrête là, parce qu'il y a les gens qui s'adressent au privé, et là je vais aller d'un point de vue ministère. Est-ce qu'on prévoit, et encore une fois, que ça soit légitime ou pas, d'accueillir des gens
qui vont venir parce qu'ils ont peur, parce que encore une fois, qui réagissent à ce qu'on entend et à ce qui tourne. Et après, on parlera de. Je vous ai fait écouter un message qui tourne sur WhatsApp que je vous ai fait écouter, qui montre à quel point il peut y avoir des contre-vérités et des choses qui partent d'un soupçon de vérité, mais qui après s'amplifient, qui peuvent faire peur aux gens. Est-ce qu'on a prévu un dispositif? Je parle bien des structures publiques, bien évidemment, qui peuvent accueillir au moins pour diagnostiquer et dire non, oui, etc. On prend d'abord Brahim au téléphone et ensuite je vous laisserai répondre. Bonjour, c'est Brahim. Bachir, pardon. Bonjour, monsieur Sadlaoui. Bonjour, Sidi. Bonjour à vos experts. Et on vous remercie énormément pour vos émissions pertinentes. Merci à vous. Voilà, j'ai un coup de gueule, si vous permettez. Allez-y. Pas tellement coup de gueule. C'est un constat. Alors, c'est un constat malheureusement du ministère de la Santé. En fait, la mauvaise gestion des problèmes de santé publique à temps. Et le déficit en communication et le déficit en transparence. Je m'explique. Le problème de ce virus est récurrent. Chaque année, il y a ce virus H1N1. C'est une question de gestion de ce problème. Normalement, on devrait faire des campagnes de sensibilisation simples et compréhensibles par tout le monde et de prophylaxie au début d'automne, début d'octobre, pour que la population soit mieux préparée 3 mois à l'avance. Monsieur Sadlaoui, il y a une semaine, un communiqué de ce ministère indique qu'il n'y a rien à signaler. Une semaine après, les communiqués pleuvent partout, car les réseaux sociaux, entre-temps, se sont mêlés. C'est tout à fait normal. Le ministère de la Santé agit comme des pompiers dans la précipitation. L'exemple édifiant du commissariat aux eaux et forêts est édifiant à plusieurs titres. Au printemps, commencent les campagnes à la télé pour se prémunir contre les feux de forêt. Oui. Et dès qu'il y a un feu, ils agissent efficacement. C'est un exemple à suivre. Au ministère de la Santé, il y a une direction de l'épidémiologie qui est formidable, avec des gens très compétents. Peut-être qu'ils n'ont pas la main ou que tout est centralisé. C'est ça le problème, monsieur Tsadlaoui. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, je vais prendre un autre auditeur et après on réagira sur les deux. On va prendre 2 par 2 parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent et de gens qui réagissent. On a Salah au téléphone. Oui, bonjour, bonjour aux invités. Écoute, ça va être un deuxième coup de gueule citoyen. Ouais. Parce que comment est-ce possible ces pauvres décès et bon, apparemment les symptômes de ces gens-là, ils étaient connus depuis longtemps. Et comment le gouvernement, avec le temps actuellement de digitalisation des réseaux sociaux, des satellites et compagnons, il a mis tout ce temps fou pour communiquer. Aujourd'hui, on demande urgemment au gouvernement de faire une campagne de sensibilisation à la télévision, dans les journaux et surtout dans les écoles. Aujourd'hui, j'ai pas vu une communicante de la part du ministère de la Santé, de l'Éducation nationale, d'avertir les directeurs des établissements comment ils doivent faire. Il faut expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire. Non, on ne veut rien savoir de type NHA et compagnie. Il y a un virus, il faut de gens qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et urgemment. Merci. Merci à vous. Bon, alors, vous voyez les réactions, ouais, hein. Oui. Alors encore une fois, et on va revenir finalement. On n'est pas en train d'avoir des polémiques sur la prise en charge, ce genre de choses. Quoique il y en a, parce qu'on a eu des témoignages de gens mais bon, les témoignages qu'on a par rapport à la prise en charge de la maladie, je suis désolé, je les retrouve comme d'habitude, malheureusement. Mais ça, c'est un autre débat sur la santé au Maroc en général, sur la prise en charge d'autres types de pathologies qui sont parfois, soit que ça soit dans le privé, soit dans d'autres, c'est malheureusement notre santé dans ce pays. On pourrait en parler pendant des heures, mais elle est à l'image de la manière aussi avec laquelle le H1N1 ou n'importe quelle autre pathologie est réglée. Et je pense qu'on est tous, nous citoyens marocains, été touchés dans sa famille, dans sa chair ou dans son entourage par des problèmes de santé. On sait comment c'est géré. Mais ça, c'est un autre débat. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, c'est encore une fois la communication qui pêche. Pour être objectif là-dessus, est-ce qu'on peut faire la timeline, c'est-à-dire le moment entre
vous avez détecté au ministère et au niveau de votre département le premier cas d'H1N1, comment ça rentre dans les tuyaux chez vous, pour qu'on sache comment ça fonctionne, comment la remontée d'informations se fait. Est-ce que vous avez l'information? Et à partir du moment où vous avez l'information, j'imagine que vous, dans votre département, vous la faites remonter. Et est-ce que vous avez la main, vous, ou après ça monte à la direction du cabinet ou alors au cabinet de Monsieur le ministre? Comment ça fonctionne? Alors, tout d'abord, je dois parler de ce point communication. Oui. Alors, le ministère de la Santé, au début, il lance chaque année, il informe la population du début de la saison grippale. Il fait froid vers fin, la saison, elle commence en décembre. Si vous dites ça, écoutez, non, puisque là, je ne sais pas, est-ce que vous avez vu, il y a un spot TV qui est passé et qui passe encore. D'accord, sur la SNRT et sur, je crois, la Radio 2M et sur pas mal de chaînes, qui est aussi, on est prêt, si vous voulez, on est prêt à le mettre à votre disposition, bien sûr. Si vous l'avez, nous on pour le passe. Le passer, ça va aussi permettre d'élargir un peu le public cible. Je dirais que ce spot, il a été lancé vraiment juste avant le début de la saison grippale pour informer les gens qu'il y a des mesures préventives à préconiser pour se protéger. D'accord. Et voilà, je vais les rappeler encore une fois, même si mon docteur Afifi les a cités. Donc, c'est le lavage fréquent et régulier des mains. C'est le éternuer et tousser dans le pli du coude ou en utilisant un mouchoir en papier qu'on jette dans un endroit approprié juste après l'utilisation. C'est aussi limiter le contact avec les personnes malades et c'est aussi l'aération des locaux pour pouvoir réduire un peu le risque de transmission dans une salle fermée et confinée. Ça, c'est les gestes de bon sens. Et puis aussi, on a mis l'accent sur l'intérêt, sur le même spot toujours, l'intérêt de la vaccination chez les populations à risque, et on les a cités. La femme enceinte, en tête de liste comme fixé par l'OMS, par ordre de priorité. Donc c'est ça, c'est la femme enceinte, c'est l'enfant de 6 mois à 5 ans, c'est le sujet âgé au-delà de 65 ans et plus, et comme dernier point, les malades chroniques, notamment diabétiques, malades asthmatiques, malades avec maladie cardiaque et autres maladies. Alors, moi, je vais vous reposer la question, et moi, en plus, c'est pour votre bien, c'est juste qu'on fasse la timeline, encore une fois, la chronologie, parce que les gens se plaignent, et je vais pas vous lire toutes les réactions sur la page Facebook, qui sont vis-à-vis de la communication. Et c'est pour ça que je vous ai posé la question sur la manière avec laquelle, aujourd'hui au sein du ministère, parce que ça peut se poser sur beaucoup d'autres types d'épidémies, on est bien d'accord, et vous êtes là pour ça, pour faire de la surveillance, pour faire de l'observation et faire remonter l'info. Comment ça fonctionne? Après, je vais vous poser la question, vous aussi praticien, est-ce que, je connais un peu la réponse, mais je vais quand même, peut-être que ça a évolué depuis que j'ai fait l'émission l'année dernière, la remontée d'informations et l'obligation de remontée d'informations de cas, de suspicion de cas, au niveau du service de l'épidémiologie. Est-ce que ça existe? Est-ce que les chiffres qu'on a aujourd'hui sont en phase, sont réels? Parce que vous me dites 6, Bon, là, on avait, pendant le Flash Info, Karim Droné a parlé de 5, mais vous nous avez donné le chiffre actualisé de 6 aujourd'hui au 1er février. On est bien d'accord. Mais la remontée d'informations, est-ce qu'elle se fait? Et est-ce que les chiffres qu'on a sont réels finalement? Et pas sous-évalués? Enfin, là, on a le factuel, mais est-ce qu'on peut s'attendre à plus de cas? Donc, si vous permettez. Oui. Donc, pour ce qui est remonté de l'information, il faut savoir que le système de surveillance épidémiologique au Maroc, d'accord, il distingue entre maladie et maladie. Donc, il y a les maladies à déclaration obligatoire dont la grippe ne fait pas partie, sauf quand il s'agit d'un nouveau virus. Oui. D'accord. Alors, pour la grippe, il y a un système de surveillance qui est mis en place déjà sur le plan virologique depuis 1994-1995 et sur le plan syndromique depuis le 2000. D'accord. Depuis 2004. Alors là, il y a des sites sentinelles, c'est 375 centres de santé qui font la surveillance du syndrome grippal,
tout syndrome grippal, toute cause confondue, puisqu'il n'y a pas que la grippe qui donne le syndrome grippal, d'accord? Il y a pas mal d'autres virus respiratoires ou autres qui donnent le virus, qui donnent ce syndrome grippal. Et il y a la surveillance virologique au niveau des sites sentinelles, ce qui couvre, et comme ce qui se passe à travers le monde, quand on parle de surveillance sentinelle, c'est juste pour pouvoir avoir une idée et approcher le type de virus qui circule, pouvoir décrire la saison pour pouvoir en fait décider de quand commencer la vaccination, quand terminer cette vaccination, décrire notre saison et approcher un peu la charge de morbidité, de mortalité, entre guillemets, la gravité de la maladie. Quand est-ce que vous avez eu l'information du premier cas? Quand est-ce que vous avez eu l'info? On surveille la grippe toute l'année, mais on la renforce durant la saison grippale. Non, mais là, quand est-ce que vous avez eu l'info du premier cas? Dès que la saison a démarré, dès la semaine, si je me trompe pas, dès la semaine 39. Donc, en septembre, on a commencé à enregistrer des cas. Et c'est un virus habituel. On n'est pas obligé d'en parler. Non, mais de ce c'est vrai qu'en oui, il est un virus saisonnier habituel. Non, mais et on l'avait l'année dernière. Vous avez eu le premier cas en septembre. Oui. Mais qui n'a pas été un cas mortel. Il n'est pas forcément mortel, le virus de la grippe H1N1. Le premier décès... Je pose juste la question en termes de... Non, il n'était pas mortel. J'essaie juste de comprendre la remontée d'informations. D'accord, donc il n'était pas mortel. Je n'accuse personne, j'essaie juste de comprendre comment l'information remonte. Est-ce que vous, en tant que pédiatre, vous êtes obligé de faire remonter l'information si vous avez, soit des soupçons, ou est-ce que quand c'est avéré? Non, tout d'abord, dire qu'il n'y a pas de communication, c'est faux. Dire qu'il y a une insuffisance de communication, c'est vrai. D'accord. Juste pour qu'on soit... Maintenant, il faut que les gens sachent que ça évolue, disons, de semaine en semaine. Oui. Se peut que ça soit calme, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, et puis après, on enregistre des premiers cas de décès, et c'est normal d'intensifier la communication pour qu'il n'y ait pas de psychose, pour qu'il n'y ait pas de panique. Maintenant, l'auditeur a raison, il faut aussi qu'il y ait une communication conjointe entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation nationale. Ça, c'est tout à fait normal et il faut qu'il y ait cette communication conjointe. Le ministère renforce la surveillance qui est renforcée durant cette période, on renforce la présence de personnel et tout ça, parce que il faut le savoir. Si vous allez, par exemple, dans les structures qui reçoivent des enfants, il n'y a plus, ils sont surbookés actuellement parce que on prend même des lits de chirurgie où on hospitalise des petits. Oui, bien sûr. Même quand on était en France, c'est la même chose. Cette période-là, la chirurgie laisse la priorité aux enfants qui ont des bronchiolites. Donc, maintenant, et d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire avec vous aujourd'hui, il faut communiquer, expliquer, mais maintenant, les choses avec ce nombre-là, qui n'est pas un nombre important. Vous avez dit, on parle de façon froide, de la tête froide et tout ça. Et je répète, j'ai benchmarké, le Canada a perdu 6 enfants avec le H1N1 en janvier. Donc, je dis pas que c'est bien, que c'est mal ou que ça nous rassure. Non, je dis que c'est un état de fait et que ce sont les chiffres donc il y a cette surveillance et on surveille. Et je vous l'ai dit, nous, dans nos cabinets, on ne reçoit pas plus que par rapport à l'année dernière. Donc, nous disons, quand même, il faut que les gens vivent dans l'inquiétude. Nous disons, il ne faut pas céder. Mais de faire attention. De faire attention et il ne faut pas céder à la psychose. On a Loubna au téléphone, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. J'appelle parce que j'aimerais réagir par rapport à ce qu'aurait dit l'un de vos experts, comme quoi le Tamiflu était disponible. Je suis désolée, mais ce n'est pas du tout le cas. Le Tamiflu n'est pas disponible au niveau des pharmacies. Et il n'est pas disponible au niveau des grossisteries non plus, et c'est le cas depuis le mois de septembre. Vous êtes dans le métier, vous êtes pharmacienne, vous êtes médecin, vous êtes pharmacienne? Oui, je suis pharmacienne, c'est exactement ça. Et c'est le cas depuis le mois de septembre 2018. Déjà que cette année, on a reçu les souches de vaccins donc antigrippales en retard, avec 2 mois de retard. Et au lieu de les avoir en septembre, on les a eu au mois de novembre. Et pour le Tamiflu, je peux vous assurer qu'il n'y en a pas. Alors, je ne sais pas où on peut s'en procurer.
J'aimerais bien d'ailleurs le savoir, pouvoir rendre service aux populations qui en auraient besoin. Mais vu que ça a été cité par l'un de vos experts du ministère de la Santé, j'aimerais bien un éclaircissement à ce sujet-là. Merci de votre remontée d'information. Merci beaucoup. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. Achat Hénin, est-ce qu'on doit céder à la psychose ou tout simplement essayer de comprendre comment fonctionne cette épidémie, la grippe, que faire? Est-ce que il y a eu un déficit de communication, un manque de confiance dans les structures de santé? Mais en tout cas, on essaie de voir pourquoi il y a une espèce de psychose qui commence à se répandre. Est-elle légitime ou pas? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui, mais surtout, essayer de vous expliquer ce qu'est ce virus, de quelle manière il se répand et surtout, qu'est-ce qu'on risque et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen, tout simplement. 11h08 dans les experts. Avec moi aujourd'hui, Dr Hinzin, qui est chef de service des maladies épidémiques au sein du ministère de la Santé, et Dr Saïd Afif de la Fédération nationale de la santé, qui est également pédiatre de son état, qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. On a Yassir au téléphone. Bonjour. Bonjour, monsieur Tadlaoui. Comment ça va? Ça va bien. Un peu bousculé par les nombreuses questions des clients, puisque je suis un pharmacien à Marrakech. Alors justement, avant que je vous passe la parole, vous êtes pharmacien. On a eu Loubna, une pharmacienne qui est intervenue avant. Oui. Je vais laisser le docteur répondre sur la non-disponibilité du Tamiflu. Et après, Yassir, je vous demanderai de confirmer ou pas. Du Tamiflu, il y en a sur le marché ou pas? Oui, en fait, le circuit habituel de médicaments, il est connu par les pharmaciens beaucoup plus que toute autre personne. C'est de l'industriel pharmaceutique vers la grossisterie et puis de la grossisterie vers l'officine. Et j'invite les pharmaciens à faire leurs commandes aujourd'hui même. Mais elle nous dit qu'il n'y en avait pas chez les grossistes. Peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'elle a contacté toutes les grossisteries? Je ne sais pas. Mais écoutez, elle m'a pas l'air empotée, on est en train, elle en a cherché. On est en train de, certes, le médicament il était disponible, mais on est en train de renforcer parce que justement, peut-être que vous parlez d'une situation je dirais, de panique au sein de la population. Je ne sais pas. Ah non, mais moi, je parle de rien. Je parle d'une pharmacienne qui nous dit qu'elle en a pas. Normalement, un médicament, avec une ordonnance, quand on se présente, soit il est disponible en pharmacie, soit le pharmacien, il appelle sa grossisterie. S'il est disponible, il le lui livre immédiatement. S'il n'est pas disponible, il appelle aussi il appelle. Le circuit est relativement simple. Il n'y a pas besoin d'être sorti d'une école de commerce pour comprendre. Mais là, on a une pharmacienne qui nous dit qu'il n'est pas disponible. Et là, je vais demander à Yassir, qui est pharmacien, est-ce que vous avez du Tamiflu ou pas? Je les invite à commander leurs médicaments aujourd'hui. Malheureusement, docteur Nadia, le Tamiflu n'est pas disponible au Maroc. Même le laboratoire n'en dispose pas. J'ai appelé le laboratoire Roche, il ne dispose pas du Tamiflu. Le grossiste, je l'ai appelé, il ne dispose pas du Tamiflu. Mon grossiste ici à Marrakech n'a pas de Tamiflu depuis 2010. D'accord, alors... Je suis désolé de vous contredire, mais c'est la triste réalité qu'on vit chaque jour. Et c'est pas seulement le Tamiflu, il y a beaucoup de médicaments qui sont en rupture. Alors, moi, je veux juste qu'on m'explique la différence entre ce qu'on nous dit et ce que... Alors, je dis pas que on a deux pharmaciens qui nous appellent l'un après l'une et qui nous disent qu'ils en ont pas. Donc, moi, je veux bien croire, mais il y a un moment, les pharmaciens sont sur le terrain. Est-ce qu'il y a une disparité entre régions? Loubna, je sais pas, mais je pense qu'elle était de Casablanca, je pense, hein, Loubna. Loubna est de Casablanca. On a un pharmacien de Marrakech et qui nous dit on l'a pas. Alors, c'est le même laboratoire qui nous livre aussi. Hein. De Marrakech et de Casa et de Agadir. Je peux commander n'importe quel médicament de 3 villes. D'accord. Les 3 grossistes n'en disposent pas. Et le dernier grossiste ici à Marrakech, je l'ai appelé maintenant avant de vous appeler. Il m'a dit qu'il a appelé le laboratoire et lui a dit que la livraison va venir de l'étranger le lundi. Donc, il sera disponible chez les grossisteries après 2 jours. Et moi, je vous invite à faire votre commande dès aujourd'hui au prix de votre grossisterie. Écoutez, on est en train de renforcer, je l'ai dit tout à l'heure, au début de l'émission, on est en train de renforcer l'approvisionnement. D'accord, monsieur le ministre, il l'a même annoncé hier officiellement. Aujourd'hui, on reçoit 1000 boîtes encore et on attend 15 000 autres boîtes sous peu.
Donc on n'en avait pas. Si on en avait, il y en avait. Voilà. Bon. Docteur. Je vais de ce que je sais, je ne suis pas au niveau du ministère. Mais comment ça se passe? C'est-à-dire, il faut d'abord, c'est un médicament qui coûte cher. Donc il faut d'abord faire la commande. C'est vrai que maintenant, avec cette psychose, c'est maintenant que les pharmaciens font la commande, c'est tout à fait normal. Parce là, Yassir nous dit non, c'est pas nouveau. Excusez-moi, je suis pas je n'accuse personne ni quoi que ce soit. Je prends juste les faits. J'ai deux pharmaciens qui nous disent que c'est pas maintenant qu'ils ont fait la commande. Là, ils en ont fait maintenant, ils en ont pas, mais que même avant, il y en avait pas. Donc, quand est-ce qu'ils ont fait la commande? C'est ça qui est le plus important. Yassir, depuis quand il y en a pas? Depuis quand vous essayez d'en avoir, vous essayez de faire une commande? Depuis lundi. Et avant? Avant, il n'y avait pas de demande. Il n'y avait pas de demande sur le Tamiflu. Non, on est clair, depuis lundi. Non, mais voilà, j'essaie de clarifier les choses. Mais moi aussi, j'essaie de clarifier. Parce qu'on le sait, quand un médicament coûte cher, il ne va pas le commander pour le garder, puisqu'il ne va pas être payé dessus. Donc maintenant, avec cette demande-là, la demande se fait au niveau du laboratoire. Il rentre, c'est-à-dire que ce que fait le ministère, il facilite les démarches pour qu'il soit vite au niveau des grossistes et au niveau des pharmacies. Maintenant, on le dit, c'est le seul rôle du ministère là-dedans, parce que c'est important aussi. Ça, c'est la question entre, là, vous me parlez du pharmacien et d'un processus de commande commerciale qui est fait en fonction de l'offre et de la demande. C'était pas la commande, c'était le circuit normalisé par la loi 1704 du médicament. Je suis d'accord, industriel, grossisterie et pharmacien d'officine. Un pharmacien a sa propre légitimité et n'a aucune obligation de commander du Tamiflu si on lui demande pas de le faire. On est bien d'accord. C'est la liberté. Tout à fait. À quel moment commence la fonction régalienne de l'État qui se dit on est dans une situation épidémique, il va nous falloir du Tamiflu disponible. Comment vous agissez au niveau des pharmaciens? Il y a aucun moment on peut dire à un pharmacien vous devez avoir du Tamiflu ou alors des grossistes à avoir du Tamiflu. Je pose la question. D'accord. Donc, on ne peut pas obliger un pharmacien à faire la commande, c'est sûr, mais puisque c'est un médicament qui est sur prescription médicale, quand un patient se présente avec une ordonnance à un pharmacien, pour exécuter son ordonnance, il n'a qu'à commander le médicament. Je vous dis qu'il y a un observatoire qui surveille la disponibilité des médicaments sur le marché national, d'accord? Et ça, c'est réglementé. Chaque industriel, chaque produit qui a son AMM, son autorisation de mise sur le marché, il doit être disponible sur le marché avec aussi un stock de sécurité qui circule. D'accord? Donc, automatiquement, le médicament doit être disponible tout le temps. Maintenant, s'il n'y a pas de demande et si le pharmacien, il a dit que depuis 2010, il n'en a pas fait commande, il n'en a pas commandé. Il l'a commandé lundi. Il l'a commandé lundi, donc il n'en a pas commandé depuis 2009. Et je suis sûre qu'il ne va pas commander s'il n'a pas d'ordonnance, parce que c'est un produit qui est cher. Et ça coûte combien? C'est pour les 400 dirhams, je crois. 400 dirhams, le traitement ou juste la boîte? En fait, une boîte, c'est un traitement. C'est un traitement. Bon. Je sais pas si Yassir est parti. Yassir est parti. On a Karim juste après. Bonjour Karim. Bonjour Monsieur Faisal. Je remercie la personne qui a reçu l'appel. Je remercie les personnes qui sont avec vous dans le plateau. Merci. Moi, ce que je veux dire, c'est un coup de gueule quand même. On commence à être habitué et puis dans cette émission on fait que ça aussi, donc c'est bien. Vous êtes en train la personne qui représente le ministère de la Santé est en train de parler de prévoir la disponibilité et l'importation. Normalement, on est en train de travailler maintenant comme des pompiers. On est en train d'éteindre le feu. Prévoir, c'est gouverner. Gouverner, c'est prévoir. On doit tout prévoir avant que toute cette psychose, tous ces problèmes ne soient arrivés. Non, chez nous, gouverner, c'est pleuvoir. Je veux juste Exact. Donc, pour moi, il faut... On n'a pas prévu toutes ces psychoses, on n'a pas prévu tous ces états. Donc, tous les parents, moi-même, je suis très peur sur mes enfants, sur ma famille, tout ça, on est très peur. Donc, il n'y a ni plan de communication avant, et pendant et après cette psychose. Il n'y a pas de communication sur comment on doit se prévenir sur cette grippe. Il n'y a rien. Donc, le ministère et vous-même, vous avez convoqué d'urgence ces personnes-là après qu'il y ait 4 ou 5 personnes qui sont décédées.
Donc normalement, on devrait faire un plan avant d'en arriver là. Même maintenant, comment on doit prévenir pour avoir ces problèmes et tout ça, il n'y a rien. Moi, je pense que c'est un problème de gouvernance en général. On ne va pas entrer dans le quotidien, importation 3 jours, 4 jours, le pharmacien. Ça, c'est les détails. Le stratégique, on n'a pas fait notre travail. Il faut dire clair ça. Bon. On ne doit pas se cacher. Merci Sekarim, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Alors, c'est vrai que bon, on va revenir finalement sur quelque chose de beaucoup plus global. Et sincèrement, je sais pas si aujourd'hui on prend la mesure de ce que peut impliquer, de ce que peut entraîner un déficit de communication, même si on considère encore une fois que ça a été fait. J'ai l'impression qu'on communique pas sur les bonnes choses pour rassurer les gens, pour encore une fois bien expliquer, sans essayer de rassurer juste pour rassurer, mais en train d'expliquer ce qu'on essaie de faire rationnellement sur le virus en lui-même. Et voilà, vous êtes d'accord aujourd'hui? Moi, c'est pour ça que j'ai posé la question, sincèrement, sur le fait que est-ce qu'il faut attendre que ça soit les pharmaciens qui décident de leur approvisionnement lorsqu'on est sur des problématiques qui sont de santé publique plus générale? Je pose la question. Non. Tout d'abord, on n'a pas été convoqué. On a été invité. Non, vous avez pas été. Ah oui, non, mais ça, j'allais absolument pas. Donc, ils ont été invités. On a été invités, on n'a pas été convoqués. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a un stock de sécurité. Ça, la loi le prévoit. Et le stock de sécurité a été utilisé par le ministère, et c'est tout à fait normal, parce que quand il y a un cas grave, il va, comme par exemple l'animateur qui a fait que ça soit le journal en arabe ou en français, il a dit que la personne qui était dans une clinique privée à Fès va être transférée au CHU. Donc, au CHU, il y a le Tamiflu. Le Tamiflu n'est pas le traitement de la grippe AH1N1. Il est utilisé dans les cas graves pour qu'on ne fasse pas encore d'un défaut de communication un problème. Donc, si le Tamiflu, actuellement, il va être disponible dans quelques jours, mais la situation, elle est maîtrisée parce que le Tamiflu, il existe dans les structures hospitalières, là où les cas graves, on les adresse. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, ça, on le reconnaît, on l'a reconnu, il y a une insuffisance de communication. Ça, c'est vrai. On est en train de pallier à cette insuffisance de communication. On l'a reconnu. On est en train de pallier à cette insuffisance de communication et on a dit il faut absolument qu'il y ait aussi une communication conjointe entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation. Et il ne faut pas trop s'alarmer. On ne sait pas ce qu'on peut faire avec nos enfants et tout ça. Il ne faut pas trop s'alarmer. On n'est pas dans la brousse. Il y a des médecins qui soient dans les cabinets, dans les cliniques ou dans les structures hospitalières. Voilà. On est là. Oui, on est vigilant. Il y a une veille. Mais il ne faut pas céder à la panique et à la psychose. Bon, mais encore une fois, alors je viens d'avoir une information comme quoi au CHU Ibn Rushd de Casablanca, on a une vingtaine de cas qui sont aujourd'hui au niveau du CHU, qui sont dont pour la grande majorité, la plupart sont des cas sous observation et des cas stables. Je vous réponds. Ça, j'ai l'information à l'instant. Oui, mais je vous réponds. Puisque j'ai l'information avant de venir, 19 sont rentrés chez eux. 19 sont rentrés chez eux et un est en réanimation, c'est bien ça. Voilà, qui est suivi et qui est stable. Voilà, donc sur les 20, 19 sont déjà rentrés chez eux. Ok, et j'ai l'information aussi, deux adultes en réanimation, c'est bien ça. Je vais encore dire encore une fois, que la situation épidémiologique, elle est similaire aux années précédentes. Il n'y a rien d'inquiétant qui nécessite d'aller communiquer des données de façon, je dirais, maintenant on le fait pratiquement à la minute. Chaque fois, il y a un communiqué qui sort juste pour calmer un peu les esprits et pour dire encore une fois que la situation épidémiologique, elle est stable, elle est similaire à ce qui était la saison dernière. Donc, pour ce qui est communication, on a communiqué, le ministère de la Santé
peut-être il y a des petites insuffisances, oui, mais on a communiqué en début de saison pour dire voilà, la saison elle arrive, voilà comment en fait prévenir la maladie chez les populations fragiles, mais aussi au sein de la communauté. D'accord. Bon. Il y a les spots qui sont encore sur la TV, qui passent, et voilà. Et si on est encore aussi aujourd'hui, c'est pour en communiquer, et c'est la stratégie du ministère de continuer à communiquer jusqu'à que la population soit convaincue que c'est une situation qui est très habituelle et qui n'est pas différente du reste du monde. Qu'aujourd'hui, encore une fois, on va peut-être rentrer dans des concepts qui sont beaucoup plus généraux. C'est pas seulement un déficit de communication, mais c'est aussi le type de communication qu'il y a à faire. Et j'ai beaucoup de gens qui réagissent, dont un notamment qui nous dit aujourd'hui tout le monde communique sur les réseaux sociaux, sur Twitter. On a même Trump, Mayer, Macron, etc. Alors que nous, rien ne se fait, surtout sur cette grippe H1N1. Pourquoi le ministère ne communique pas à travers cette plateforme déjà existante? Voilà. Aujourd'hui, vous avez Twitter, vous avez Facebook. Vous pouvez entrer à www.santé.gov.ma. Il y a un site Sahati avec une capsule vraiment de 4 minutes environ qui détaille. Vous savez ce que vous êtes en train de dire, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, il y a des canaux de communication qui sont tellement populaires, qui sont tellement utilisés, qui sont tellement engrangés, qui engrangent tellement de contacts que moi, je vous dis sincèrement, je prendrais pas le temps d'aller sur la plateforme Sahati pour aller voir un spot, etc. Et à la page Facebook du ministère de la Santé aussi, on ne trouve que ce qu'on cherche, enfin. Moi, je vous communique aujourd'hui les critiques qu'il peut y avoir en termes de com. Du moment que si c'est juste un problème de com, c'est rassuré. Je veux dire sincèrement, si c'est pas un problème sanitaire, si on va pas voir des gens mourir, encore plus. Je vous rassure que ce n'est pas un problème sanitaire. C'est une situation qui est habituelle. De toute façon, il faut savoir reconnaître les choses parce qu'on l'a dit, il y a une différence entre ce qui se passe réellement sur le terrain et la perception des gens. Et notre devoir, qu'on soit médecin au niveau du privé ou médecin au niveau du public ou responsable au niveau du ministère de la Santé, c'est d'écouter les doléances des gens et de répondre. Effectivement, il faut maintenant savoir répondre sur ces sites qui sont les plus fréquentés, essayer d'expliquer, et je le dis, il n'y a pas de problème sanitaire, mais il y a une insuffisance de communication pour laquelle des solutions sont en train d'être données. Je reçois plein de messages, etc. Et c'est là où franchement, entre la coordination, la disponibilité, et c'est ce qui, tous les ingrédients d'une psychose sont là, alors que même si on n'a pas besoin de ces psychoses, et que d'après ce que je comprends, d'après les chiffres que j'ai vus, d'après les benchmarks que je fais, je peux être d'accord avec vous. Mais par contre, sur le terrain, je reçois plein de gens, des gens qui m'envoient même des ordonnances avec du Tamiflu et qui n'arrivent pas à le trouver depuis 3 jours, et qui peuvent donner lieu aussi à des psychoses, parce que si on prescrit ça, vous me dites qu'il faut que ça soit administré dans les 48 heures pour que ça soit efficace, que les gens le trouvent pas, on peut comprendre après que les gens se disent mais qu'est-ce qui est en train de se passer. On a Mustafa au téléphone, après vous répondrez à ça. Bonjour, c'est Mustafa. Alors bonjour M. Faisal, bonjour à vos invités. En fait, décidément, cette matinée, c'est une matinée de coups de gueule, parce que là, avec ce qu'on entend là, c'est pas rassurant du tout. Je suis désolé de le dire comme ça. Parce que quand on écoute des représentants, par exemple, du ministère de la Santé, qui disent qu'on communique, qu'il y avait des capsules, des spots publicitaires, c'est bien tout ça pour informer, mais faire tout cet effort-là et ne pas avoir un stock de sécurité pour l'utiliser en cas d'urgence, ça me paraît vraiment bizarre comme approche, parce qu'on est plus dans une approche de show. Et là, aujourd'hui, le deuxième coup de gueule, ça concerne le cas de Fès aujourd'hui. Une personne qui est dans un état qui est affecté par le virus, et du coup, on dit, OK, patientez, vous la gardez, on est en train de préparer des conditions médicales nécessaires pour la prendre en charge. C'est vraiment des choses, on est quand même dans des cas, aujourd'hui, quand vous venez de citer tout à l'heure, on est dans une situation de psychose. Aujourd'hui, les social media sont en train de faire leur travail. Je veux dire, il y a un peu de psychose qui s'installe, mais derrière, on ne sent pas que vraiment les choses sont prises au sérieux, malheureusement. Il faut dire des choses comme ça.
À un certain moment, il faut qu'on assume nos responsabilités, ou peut-être qu'on a raté le coup, on aurait dû constituer un stock de sécurité, et le médicament, il sera disponible le jour J. Quand on reçoit des médecins par téléphone, des pharmaciens qui disent que le médicament, il n'est pas disponible, et que de l'autre côté, le ministère de la Santé qui dit non, il est disponible, comment vous voulez qu'il n'y ait pas de psychose avec tous ces éléments-là? Alors, franchement, c'est malheureux. Merci à vous. Moi, je vais juste faire un point encore une fois, et je le fais d'un point de vue objectif et subjectif. Je vais sortir je suis rarement objectif dans cette émission, c'est pas mon rôle, on n'est pas dans un journal télévisé, mais bon, sur ces questions de santé, j'essaie d'être le plus objectif possible. Par contre, moi, je vais vous dire, depuis hier soir, j'ai essayé de regarder ce qui se faisait ailleurs, de regarder les chiffres par ailleurs, pour confirmer sincèrement ce que vous nous dites au niveau du ministère de la Santé, ce que vous nous dites, docteur. Et je vous invite vraiment à aller voir des lectures qui sont extrêmement sérieuses, les rapports de l'OMS, et pas seulement, même si vous êtes parmi de ceux qui doutent des chiffres officiels, vous pouvez aller voir aussi des médias qui sont extrêmement sérieux, qui sont un peu alternatifs. Les chiffres au niveau des cas de grippe H1N1, on est sincèrement dans la moyenne, et encore une fois, ça n'enlève pas toute la tristesse qu'on peut avoir par rapport au décès que ça provoque. Mais la focale qu'on a aujourd'hui, c'est toujours le problème de la focale sur des éléments de santé, c'est le fait qu'on ait peur que la contagion soit grande, c'est ça la peur aussi qui est en train qui est en train de s'installer, de la capacité du gouvernement de prendre en charge, bien évidemment. Alors il y a une partie communication, mais il y a aussi une partie qui est lié à la disponibilité du Tamiflu, mais en même temps, vous venez de nous l'expliquer, je suis en train de résumer ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, le Tamiflu n'est pas la solution ultime. Tout à fait. Ça ne dédouane pas le fait que il faudrait qu'il y en ait, et là je reçois des ordonnances et des gens qui n'arrivent pas à en trouver, mais d'un autre côté, c'est pas avec le Tamiflu qu'on sauve tout le monde. Je simplifie les choses, mais en gros, c'est ça. Tout à fait. C'est ça. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. H1N1, psychose inutile ou réel problème de santé publique, on essaye de faire le point aujourd'hui. Moi je vous dis sincèrement, et ça c'est mon avis, ça n'engage que moi, en regardant tous les chiffres, en essayant de voir, et à la mesure de ce dont on dispose, bien évidemment, des chiffres qui ont été remontés par le ministère, des chiffres qu'on vient d'avoir du CHU Ibn Rushd, sur l'ensemble des pays, parce que vous savez que l'OMS couvre à peu près 140 pays, 145 pays, bon bref, peu importe. Il y a ces chiffres de l'OMS, il y a des autres chiffres. On est dans la moyenne de ce qui se passe. Donc encore une fois, moi, si à la lumière des chiffres qu'on a, arrêtez de créer la psychose. Je reçois énormément de messages avec des choses qui circulent. Il y a même des choses absolument, franchement, non mais c'est vrai. Je vous l'ai fait écouter tout à l'heure. J'ai des messages qui nous disent il y a de la viande, faut pas manger de poulet, faut pas manger de trucs, que ça vient d'une khanzir, etc. Il y a des gens qui font le lien, c'est aller très loin avec la peste porcine qui existe en Belgique aujourd'hui, alors que ça n'a rien à voir, encore une fois, que c'est quelque chose qui passe pas à l'homme, et ça n'a rien à voir, parce qu'on a dit peste africaine porcine, donc les gens font... À un moment, faut se calmer, et c'est un moment où aussi il faut communiquer de manière peut-être alors basique, mais en même temps pas trop, parce qu'il faut pas prendre des gens pour des idiots. En expliquant ce que c'est que le H1N1 avec la grippe, on peut essayer de comprendre, et en donnant des chiffres froids, bien évidemment, sur ces niveaux d'épidémie. 05 22 95 36 70 ou 80. Ou la page Facebook des experts aujourd'hui. Mes experts d'aujourd'hui sont le Dr Hinzin, chef de service des maladies épidémiques au sein du ministère de la Santé, le Dr Saïd, AFIF de la Fédération nationale de la santé, qui est également pédiatre. Dites, alors sincèrement, on était sur l'histoire du Tamiflu, mais j'ai bien résumé pour encore une fois ne pas donner plus d'importance qu'il ne faut au Tamiflu, à savoir que c'est pas la solution miracle. Tout à fait. Ce n'est pas la solution miracle. Il est indiqué à certaines personnes, dans certains cas bien précis et prescrits. La polémique qu'on a depuis tout à l'heure avec des pharmaciens qui ont appelé, c'est la non-disponibilité du Tamiflu. On a bien reprécisé avec ce pharmacien qui nous a appelé et qui nous dit qu'il l'avait commandé que lundi. Mais la question qui se pose bien évidemment, encore une fois, et c'est pour ça que je suis allé chercher la circulaire du ministère de la Santé sur les stocks de sécurité. Voilà, pour voir comment ça
fonctionne, des stocks de sécurité. C'est la loi 1704. On est bien d'accord. Portant code du médicament. Je vais vous le lire très simplement. Dans l'article 84, les établissements pharmaceutiques, grossistes, répartisseurs sont tenus de détenir un stock de sécurité des médicaments qu'ils fabriquent, importent ou distribuent pour assurer l'approvisionnement continu et régulier du marché national, conformément à la législation, etc., relative au stock de sécurité. Je suis en train pour les établissements pharmaceutiques grossistes répartiteurs, ils doivent détenir un stock de sécurité égal au 1/12 du total de leurs ventes au cours de l'année précédente, constitué d'au moins de 80% de l'ensemble des spécialités autorisées sur le marché marocain. Et les établissements pharmaceutiques industriels sont tenus de constituer un stock de sécurité qui doit être en quantité être égal à 1/4 du total des ventes de leur spécialité au cours de l'année précédente. Voilà, ça je vous lis les principales dispositions de la loi. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord sur la manière avec laquelle il faudrait sur certaines maladies essayer d'avoir des stocks plus importants. Je n'en sais rien, mais je suis juste en train de vous traduire ce que ça induit dans la population, le fait d'avoir et on en a encore eu là que j'ai reçu, des ordonnances qui sont un peu sincèrement, on va pas donner les noms des médecins, mais lorsque on ordonne 4 boîtes de Tamiflu, vous avez réagi tout de suite, vous m'avez dit c'est n'importe quoi. Une boîte. C'est une seule boîte. Donc c'est pas normal qu'on ait des ordonnances de 4 boîtes de Tamiflu, qui en plus on ne trouve pas. Et c'est pas du paracétamol. Il faut juste dire aux gens que c'est pas du paracétamol et que ça coûte cher. Comme il faut dire aux gens que n'importe quelle personne qui se présente, on lui fait pas le test parce que ça coûte 900 dirhams. Ce n'est pas uniquement parce que ça ne coûte que 900 dirhams, mais parce aussi que ce n'est pas indiqué. Ce n'est pas indiqué. C'est donc un virus saisonnier. On va pas prescrire l'argamanu. Et pour les gens qui ont des pathologies qui ne sont pas bien, quand on voit le cas, on voudrait savoir qu'est-ce qu'il en est pour faire le diagnostic du H1N1 comme ça a été fait pour ceux que vous avez dit au niveau du CHU. Je rappelle que sur les 20 enfants, il y en a 19 qui sont rentrés chez eux. Et c'est ça. Qui sont rentrés chez eux. Non, mais c'est là-dessus aussi qu'il faut insister. Parce que maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils voient? H1N1, mort. Je suis désolé de faire l'équation. Oui, d'accord. Tout à fait. Mais là, on a quand même 19 enfants qui ont eu la H1N1. Oui. D'accord? Donc, qui prouvent que c'était une variante de la grippe. Oui. Et qui n'est pas létale. Qui ont eu des troubles respiratoires. C'est pour cela qu'ils étaient sous observation, qui sont rentrés chez eux, qu'il y a qu'un qui est resté et qui est stable. Bon, ça sont des chiffres. Encore une fois. C'est-à-dire qu'ils ont été admis, ils ont le H1N1, mais ils ne courent aucun risque. Alors, en fait, si vous dites que ils ont le H1N1, ça, je vous dis, vous partez maintenant chez n'importe quelle personne qui est grippée, vous avez plus de chances de tomber sur le H1N1, sur le H3N2, parce que c'est le virus qui circule. Très bien. Et c'est tout à fait normal. Okay. D'accord ? On n'est pas obligé d'aller faire le diagnostic, en fait, d'aller le confirmer. C'est déjà le contexte, on est en pleine saison et automatiquement, si on n'a pas le H1N1, on a le H3N2 et si c'est pas ni l'un ni l'autre, c'est un B. C'est simple. Donc, forcément, on va trouver quelque chose. Soit le H1N1, du moment qu'il est prédominant, donc on a de fortes chances de tomber sur le H1N1. Autrement, on trouvera du H3N2 ou le virus B ou tout un autre virus qui donne cette symptomatologie respiratoire. On a Mohamed au téléphone. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Assedi. Bonjour, M. Tedewi et vous invités. Merci à vous. Merci. Ce que j'ai remarqué, il y a des témoignages des gens qui sont sur le terrain, des pharmaciens, ils n'ont pas trouvé le médicament adéquat pour guérir l'infection ou la maladie. Et maintenant, on parle de stock comme si on gère une petite unité de production, passer la commande, stock sécurité, etc. Mais on parle aussi du coût. Ça coûte trop cher, ça coûte 400 dirhams, ça coûte 900 dirhams. Mais on a oublié le coût de la vie d'une personne. C'est incroyable. Il y a un pays comme ça qui n'a pas un stock, qui simule il y a des pays qui stockent sur 10 ans du pétrole, du blé, de l'armement, etc., pour faire face à des situations précaires. Maintenant, on dit, voilà, non, il faut attendre, passer la commande, et après, on va attendre un truc aléatoire. Ça peut arriver lundi, au mardi, au mercredi. Il faut le visuellement, et tout un processus. Et le malade, et voilà. Donc, on dit, voilà, 2 personnes sont mortes, 3 personnes sont... C'est incroyable. Ça, c'est inadmissible. Alors, moi, je vais...
S'il vous plaît, je vais vraiment répéter ce que j'ai dit et encore une fois, je ne travaille ni pour le ministère de la Santé, ni pour les médecins, ni pour quoi que ce soit. Je livre mon analyse en fonction de ce que j'ai. Je répète, et j'ai résumé tout à l'heure sous le contrôle de 2 médecins, que le Tamiflu n'est pas la solution miracle. Et apparemment, c'est ce que je livre. Je suis pas médecin, mais c'est ce que j'ai compris. Je vous confirme. Tout à fait. Ce n'est pas la solution miracle. C'est prescrit dans certains cas. Et que ce n'est pas finalement ce stock qui va permettre d'endiguer une épidémie de H1N1. Vous confirmez ce que je dis? Tout à fait. Je dis Il fallait commencer par le vaccin pour les gens qui... Très bien. Ça, c'est la première des choses. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est la disponibilité du Tamiflu pour les gens à qui on a prescrit du Tamiflu. Et c'est là-dessus qu'on insiste. Mais franchement, j'aimerais pas qu'on centralise et qu'on focalise sur le Tamiflu. Mais par contre, c'est là où je mets mon grain de sel, c'est est-ce qu'il faut pas prévoir à l'avance plutôt qu'il n'y ait qu'on attende que ça arrive, qu'on est dans j'ai lu, c'est à juste titre que j'ai lu la loi, les éléments de la loi sur les constitutions de stock de sécurité. Peut-être qu'il faudrait penser, et encore une fois, peut-être dans une logique même juste de sécurisation. Pour que les gens sachent que si jamais on leur prescrit, ils puissent être disponibles. Moi, le souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des prescriptions et que les gens n'en trouvent pas, et qu'on a des prescriptions débiles, excusez-moi, d'après vous. Il faut éviter la résistance aussi. 4 boîtes. Est-ce que derrière ça, il n'y a pas une autre raison? Je vous pose, vous me faites ce geste-là, dites-le nous, parce qu'à un moment c'est, est-ce que c'est fait? Non, parce que si c'est fait sciemment, parce qu'on sait qu'il y a du Tamiflu dans les centres hospitaliers, il y en a. Il y en a, oui. Il y en a. Mais il y en a pas dans les pharmacies. Est-ce qu'il y a une raison? C'est qu'on n'a pas envie que les gens viennent se jeter dans les pharmacies, acheter du Tamiflu. C'est ça la vraie raison? Non. Premièrement, le Tamiflu, comme je l'ai dit, c'est pas du paracétamol. Et donc, si on le prescrit comme ça à larga manu, on risque d'avoir des résistances. Et là, on va avoir des problèmes pour les gens qui en ont vraiment besoin. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, comme vous l'avez dit, c'est pas le médicament miracle. C'est un médicament qui aide à la guérison dans les cas particuliers et quand il est prescrit dans les 48 heures, comme l'a dit ma collègue. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, le traitement, la plupart du temps, c'est un traitement purement symptomatique. Et les enfants, comme on l'a dit, ou les adultes guérissent au bout de 4-5 jours. Donc, et puis, pour les gens qui ont des pathologies graves, ils sont pris en charge, comme ça vient d'être dit au journal, ils sont pris en charge au niveau de la réanimation, ils sont traités. C'est-à-dire que les gens, on ne les laisse pas dans la rue. Il y a une maîtrise de la situation. Maintenant, il faut qu'il y ait une veille et il faut qu'on continue à communiquer pour diminuer cette angoisse et cette panique. Ok. On a Younes au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Faisal. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Alhamdoulilah. Salut à tes invités déjà. Alors, salut, invité présent. D'accord. Alors, je vous appelle rapidement pour vous donner mon témoignage. Oui. Alors, en 2010, en retournant de la Suède, oui. c'est parti avec une équipe de foot pour participer à un tournoi là-bas. Oui. Il y avait des équipes qui représentaient différents pays. À l'époque, je me rappelle bien que les citoyens mexicains étaient vraiment impactés par cette maladie. Mm-hmm. Alors, en retournant au Maroc, après 17 jours de séjour là-bas, je me rappelle bien de ça, je suis passé par le détecteur de maladies. À l'époque, le ministère a mis en place des détecteurs au niveau des aéroports pour détecter les maladies. Alors, en passant par le détecteur, on n'a rien signalé et on n'a rien détecté. En retournant chez moi, je me suis aperçu que j'étais touché par une fièvre qui était vraiment importante. J'arrivais même pas à tenir le coup, c'est-à-dire pour rester debout, etc. À l'époque, j'avais seulement 16 ans. Donc, je suis parti directement vers l'hôpital Moulay Youssef. Alors, on m'a jeté, je me rappelle bien, pendant 2 jours, dans une salle isolée, d'accord, en attendant, c'est-à-dire le feedback concernant les analyses. Et par la suite, on vient me dire que j'avais un H1N1 et on m'a donné je me rappelle plus du nom du médicament, donc je suis resté bloqué dans une salle isolée pendant 4 jours. Et par la suite, en sortant, j'ai tenu le coup. Et pour moi, c'était seulement une fièvre. Pour moi, le truc, je le vois personnellement, c'est une fièvre, mais purement commerciale. Voilà.
Une fièvre commerciale, tiens, c'est la première fois que j'entends ça. Ok, merci pour ce témoignage. Non, mais je vois ce que vous voulez dire derrière. C'est un témoignage qui est réel, parce que c'était la procédure en cours, parce que c'était la pandémie. En 2009-2010, c'était la première fois que le virus AH1N1 développe cette capacité de se transmettre si vous vous rappelez, il y avait des caméras thermiques à l'arrivée du terminal. C'était la procédure. C'était la procédure. Et puis, on ne connaissait pas à l'époque le virus. Est-ce qu'il allait être très virulent ou pas? Et il y avait des procédures pour essayer de contenir déjà et de contrôler la propagation du virus. Et bien sûr, de traiter les cas avec d'autres mesures par rapport au contact. Mais là, parce qu'il n'y avait pas de données concrète sur le virus. Après, il est devenu un virus saisonnier avec un taux de létalité qui est très faible. Malheureusement, je le dis et je le répète, il y a des décès comme pour tout autre virus grippal chez la population qui est vulnérable, qui est population à haut risque de complications. Donc voilà, il faudrait préconiser. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on va dans cette logique de traiter alors qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Il y a un vaccin qui est disponible, qui est à la portée de tous. Il y a des populations chez qui on recommande de se faire vacciner. Donc femmes enceintes, enfants âgés de 6 mois à 5 ans, sujets âgés de 65 ans et plus, et en fait personnes avec des pathologies chroniques, notamment diabète, maladies cardiaques et autres. Il est encore temps pour ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner d'aller se faire vacciner. On est en plein saison. En fait, c'est vrai qu'on est topique de la saison et on a commencé quand même la déclinaison, mais il est toujours utile d'aller se faire vacciner. La saison se termine vers fin mars, début avril. Voilà. Combien on en a eu l'année dernière? 2. De morts? De décès dus à la grippe. Alors, voilà, c'est la première année qu'on a instauré un système de surveillance par rapport aux décès liés à la grippe. C'est la première saison. On l'a fait durant la pandémie parce que la force de notre système de surveillance, c'est qu'il est flexible. Il s'adapte à la situation épidémiologique et c'est ce que recommande l'OMS et toutes les autres écoles. Donc, un système de surveillance, il est là, il est sentinelle. Du moment qu'on était en phase de pandémie, on est devenu exhaustif. On avait tout collecté. D'accord, c'est-à-dire quand je dis tout, syndrome grippal, infection respiratoire aiguë sévère, décès par genre. Mais aussi, là, par catégorie. Vous n'avez pas besoin de veille d'observatoire pour qu'on ait eu l'information là aujourd'hui. Est-ce que c'est pas aussi une manière? L'année dernière, on n'a pas fait de pataquès particulier par rapport à ce virus-là, mais j'imagine qu'il y a eu des décès l'année dernière. Oui, en fait, il y en avait, mais c'était pas une collecte systématique. C'est-à-dire si je vous dis 10 ou 15 ou je vous dis 3, ça n'a aucun sens. Parce qu'on ne cherchait pas l'information. Maintenant, on a l'information en temps réel, elle est exhaustive. D'accord ? Cette saison, si je vous dis que hier on était à 5 cas en début de soirée, en fin de soirée ou en début de matinée, on est à 6 cas, c'est qu'on suit en temps réel. Et c'est aussi un renforcement du système de surveillance. Par rapport à l'année dernière, juste encore une fois, j'essaye juste d'être. L'année dernière, vous n'aviez pas plus de grippe. On n'a pas plus de cas, et sauf que l'année dernière, il n'y avait pas cette psychose et cette panique. Maintenant, comme il l'a dit, notre rôle à nous et aux médias, c'est que ça se transforme pas en fièvre commerciale. Il a bien parlé. Non, mais très bien compris. Il faut pas que, parce que après, il y a alors, moi j'essaie juste de lire sans me faire l'avocat du diable, une chose que vous n'avez pas envie de dire, donc je vais pas le dire à votre place parce que je vais pas me prêter votre analyse, mais moi ce que je comprends, tout idiot que je suis, c'est que à un moment il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais c'est là encore une fois où je comprends pas que ce fameux Tamiflu, on a expliqué encore une fois qu'il faut pas se focaliser dessus, je le répète, vous savez, je fais votre boulot là, hein. Non mais il y a un moment, en fait, je dis non mais c'est vrai, parce que le Tamiflu, encore une fois, c'est pas la recette miracle. Il en faut bien évidemment, mais on n'a pas envie. Ce que je comprends, c'est qu'on n'a pas envie qu'il y en ait une grosse disponibilité pour que ça ne devienne pas justement cette fièvre commerciale et que tout le monde se jette encore une fois. Mais moi, je dis sincèrement, je fais appel à tous les médecins et à l'ordre des médecins que lorsque je vois une ordonnance que je peux vous envoyer d'un médecin qui préconise, qui prescrit 4 boîtes de Tamiflu à une personne. Faut m'expliquer. Je suis pas médecin encore une fois. On l'a vécu avec l'OMS en 2009
avec toute la psychose et tout ça, tous les vaccins qu'on a achetés et qu'on a détruits, tout ça, ça fait beaucoup d'argent. Et tout le Tamiflu et tout ça. Donc c'est pour cela que nous disons, la situation n'est pas plus grave que l'année dernière. On est vigilant. Il y a des communications qui se font le jour au jour. Il y a des résumés qui vont se faire toutes les semaines. Et on est là, vigilant, veillant à la santé de nos citoyens. Il y a une information qui est très importante. Je vais prendre l'autre. Là, je vais passer de l'autre côté encore une fois. Donc les 15 000 là, qui ont été commandés, c'est un stock de communication ou c'est un vrai stock de sécurité? Est-ce qu'on va vraiment en avoir besoin, ces 15 000? Je suis désolé, j'ai commencé en disant qu'il n'y en avait pas assez, mais parce que en développant cet argumentaire, je suis en train d'essayer de comprendre. Ce qu'a avancé Dr Ratifi, et je le remercie, là, c'est les stocks qu'on avait achetés lors de la pandémie, c'était justifié parce qu'on ne connaissait pas quelle allait être la virulence. Et c'était légitime de se préparer. Et effectivement, le Tamiflu, quand on l'achète pour le ministère de la Santé, c'est pour la préparation à une grippe pandémique, qui est la hantise et qui, en fait, c'est ce qui a poussé à même penser, à faire penser l'OMS et à élaborer un système de surveillance depuis 1952 suite aux différentes pandémies qui ont eu lieu et qui ont donné lieu à beaucoup de décès. J'ai Yassir, alors c'est la personne qui appelait tout à l'heure qui nous dit chaque jour on a plus de 100 personnes qui demandent ce fameux vaccin et le ministère ne donne pas d'informations. Le vaccin, il est disponible en quantité très suffisante en pharmacie d'officine. Le vaccin est disponible, voilà, il n'est pas le cher. vaccin, il n'y a pas, en fait. On aurait aimé que le citoyen aille se faire vacciner. D'accord? Parce que s'il fait partie des populations à risque, le coût, il est réduit. C'est un geste simple, c'est un geste efficace. Et voilà, il vaut mieux rester dans la logique de prévenir, vaut mieux que guérir, qu'aller en fait attendre à développer un syndrome grippal ou une grippe pour que ce soit H1N1 ou H3N2. Donc quand même, et en plus il est remboursable. Alors, il nous reste 3 minutes, on va les prendre. Alors, je prends Hamid, mais très rapidement, après on fait juste un petit récap pour essayer d'expliquer à tout le monde. Hamid, pardon. Bonjour Hamid. Bonjour. Bonjour. Monsieur Faisal. Votre émission est très importante et dans la lignée de cette grippe pandémique, vous avez tout à l'heure, ou bien la représentante du ministère de la Santé, a évoqué le problème de la rareté du Tamiflu. J'aimerais bien, Monsieur Faisal, que cette honorable personne qui est représentante du ministère de la Santé, connaît-il d'autres médicaments qui, moi, j'ai 2 maladies chroniques, le diabète et l'hypertension, et croyez-moi, ça fait 6 mois ou 7 mois, je ne trouve pas mon médicament sur le marché. Je n'aimerais pas donner le nom, elle le connaît, et j'étais obligé de partir chez mon médecin pour qu'il me donne un remplaçant. Alors, ce que je vous j'aimerais bien que vous la convoqueriez. Non, mais je convoque personne, moi. Moi, je convoque personne. Moi, je vous propose. Et moi non plus, on me convoque pas. Il y a que la police qui convoque. Je suis désolé. Je m'excuse. Pour que vous lui proposiez de venir encore sur votre plateau. Ah, mais ça on le fera, vous inquiétez pas, avec grand plaisir pour parler de la disponibilité, de l'approvisionnement. Et d'ailleurs, ça a mis le point sur des choses et essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. On arrive à la fin de l'émission. Très rapidement, recommandation, encore une fois, par rapport aux chiffres qu'on a vus, on n'est pas, contrairement à ce que dit monsieur, dans une pandémie. Une pandémie, c'est une autre évolution d'une épidémie. On est dans les normes mondiales, normales. Voilà. 2, le vaccin. Quand est-ce qu'on peut le faire? Juste encore une fois, parce qu'il ne faut pas non plus dire qu'on va tout régler avec le vaccin. Non. Quand est-ce qu'on peut faire le vaccin? Le vaccin, on le fait. Pourquoi on le dit, même si on est en fin janvier, il faut continuer à le faire chez les personnes qui ont des pathologies chroniques et chez les grands prématurés pour les enfants, les femmes enceintes, tout le sujet âgé au-delà de 65 ans. Il est toujours temps, s'ils ne sont pas malades, parce qu'il faut être vacciné quand on n'est pas malade, il est toujours temps de se faire vacciner. Le vaccin, il est remboursé, il ne coûte pas cher. Ensuite, les premiers symptômes où il faut s'alarmer entre guillemets, ou en tout cas se dire, il faut que... les symptômes, quand il y a une fièvre très importante, quand il y a une fatigue générale, quand il y a des myalgies, des courbatures, tout ça, et quand on a une pathologie sous-jacente, bien sûr, il faut consulter son médecin traitant, que ça soit dans le public, que ça soit dans le privé, mais
pour les gens qui ont une pathologie sous-jacente chronique, ceux-là, il faut faire attention jusqu'à ce que ça passe. Dernière chose, les parents des bébés qui posent des questions, on a déjà répondu à une auditrice tout à l'heure, mais parents d'un bébé de 9 mois, que préconise le ministère? Est-ce qu'on vaccine ou on vaccine pas les enfants? Ah non, les enfants qui sont bien portants, c'est sorti au niveau de l'OMS de 6 mois à 5 ans, mais moi, en tant que pédiatre, je dis, quand il est bien portant, quand il est gardé à la maison, ça sert à rien de le vacciner. Il vaut mieux vacciner ses parents. Excusez-moi, je vais profiter juste pour dire que, on rassure, la situation elle est habituelle. Pas de grippe porcine, c'est la grippe A-H1N1, on ne l'appelle plus grippe porcine. Et la prévention, s'il vous plaît, la vaccination pour les populations à risque qu'on a citées. En plus, la grippe porcine, et bien sûr, prévention par les mesures habituelles.